Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux et nombreuses en ce bel après-midi ensoleillé. Pardonnez-nous de notre retard, qui est dû à un problème technique d'affichage. Voilà. Alors on est ravis d'être accueillis ici par les Célestins une fois de plus, dans cette salle qu'on aime beaucoup, on a eu souvent l'occasion de jouer. On remercie évidemment le Théâtre des Célestins, on remercie le spectacle Anna, dont vous voyez la scénographie derrière nous, et qui joue encore ce soir et demain. C'est de retourner au théâtre. Et on remercie évidemment l'Opéra de Lyon, qui est producteur de ce projet. Donc, comme certains et certaines d'entre vous le savent, cette conférence avec M. Cottereau s'inscrit dans le cadre du projet La Révolte des Canuts, Écho de la Fabrique, qui est un projet qu'on poursuit depuis 2019 maintenant. On est à la fin de la 3e année de ce projet, qui nous a amené à créer l'an dernier au Théâtre de la Renaissance une pièce, La Révolte des Canuts, que nous reprendrons en fin de saison, ici même, dans la grande salle, les 24, 25 et 26 juin, si je ne m'abuse. Voilà. Et donc c'est une pièce qui est portée par une dizaine de professionnels et une soixantaine d'amateurs et d'amatrices, de travailleurs et de travailleuses d'aujourd'hui, qui se sont intéressés à l'histoire des canuts, qui ont lu les journaux, qui ont essayé de comprendre cette histoire, d'improviser dessus, et de ces improvisations est progressivement née une sorte de fresque que j'ai écrite et qui raconte l'histoire des canuts entre leurs deux révoltes de 1831 et 1834. Voilà. Et donc, en marge de ce processus, depuis 2 ans, Sabine, qui est par ailleurs philosophe et professeur, organise un cycle de rencontres, de conférences, censé éclairer le processus que nous vivons, et éclairant, le sens était en trop, éclairant le processus que nous vivons. Et donc, voilà, je vais te laisser introduire la conférence d'aujourd'hui. Absolument, merci beaucoup. Ça fait 3 ans que ce cycle de conférences a lieu, et donc on est là à l'ultime, c'est la dernière. Et on est très heureux en fait d'accueillir Monsieur Cottereau, qui était censé venir l'année dernière, et puis l'année dernière ça a été l'année rocambolesque qu'on a tous connue, de sorte que vous n'aviez pas pu venir à ce moment-là. Et on est donc ravis de vous accueillir aujourd'hui. Monsieur Cottereau, vous êtes historien et sociologue, historien notamment du droit du travail et de l'institution des prud'hommes, et vous êtes directeur d'études à l'EHRSS et au CNRS. Vous avez publié un très grand nombre d'ouvrages consacrés au droit du travail en général, et nous plus en particulier, c'est la raison pour laquelle on cherchait à vous inviter aujourd'hui. Vous avez écrit beaucoup sur l'institution des prud'hommes, la naissance de cette institution et son devenir au cours du 19e et jusqu'au 20e et à notre actualité. Et par ailleurs, vous êtes un fin connaisseur de la fabrique lyonnaise. Et vous connaissez très très bien cette période sur laquelle on a travaillé, nous, pour le spectacle, qui est l'entre-deux révoltes, entre 1831 et 1834. Et vous nous avez fait en un sens l'honneur de lire la pièce, de lire le texte de la pièce. Et on a pu beaucoup échanger avant votre venue aujourd'hui. Et on a pu constater qu'en fait, on a écrit une pièce qui n'est pas tout à fait validable par un historien qui s'est intéressé de très près aux archives. Alors après, justement, c'est passionnant, ça. Donc c'est l'enjeu de cette séance d'aujourd'hui, finalement, c'est de comparer ou de lire la différence qu'il peut y avoir entre le travail qu'on a fait dans les conditions bien particulières d'une création participative très fortement ancrée dans un présent, puisque nous on s'était dit dès le début, on va regarder ce début du 19e à partir du 21e siècle, vraiment. Et on s'était dit que ça allait forcément produire des distorsions. Donc, pour reprendre le fil, l'objet d'aujourd'hui, c'est à la fois d'interroger la distance qu'il peut y avoir entre cette production-là et ce qu'un historien qui travaille de façon très précautionneuse et très précise sur les archives peut en dire. Et sans vouloir donner le mot de la fin, mais j'ai quand même l'impression qu'on ne s'est pas tant planté que ça. Voilà, donc on a là 1 heure, 1 heure et demie de prise de parole et puis de discussion. Alors si vous en êtes d'accord, on s'est dit peut-être chaque question d'éclaircissement ou d'incompréhension de ce qui a été dit peut être posée dans le cours de l'exposé.
si vous n'avez pas compris ce dont il s'agit ou si vous avez besoin que M. Cottereau répète. Et en revanche, pour les questions concernant des remarques ou des rapprochements ou des questions plus générales, on pourrait se garder un petit temps après l'exposé pour les poser. Voilà. Je vous laisse la parole. Très bien, je vous remercie beaucoup de m'avoir fait l'honneur de m'inviter. Je vous remercie beaucoup d'être venu assister. Donc, comme on est bien en retard, je vais essayer d'aller vite et entrer dans le vif du sujet, qui est, pour ce qui est d'aujourd'hui, expliquer le fonctionnement des prud'hommes. Alors, dans l'annonce que j'ai rédigée sur invitation, j'ai dit que, pour commencer, c'est quelque chose de complètement déroutant et d'incroyable et en plus de pas du tout dans l'esprit de la législation française. Donc et au premier abord, et pour les grands spécialistes qui avaient créé le Code civil, c'est un ovni qui ne devrait pas exister, cette institution des prud'hommes. Alors, j'expliquerai tout à l'heure pourquoi. En premier lieu, je vais d'abord parler du succès des prud'hommes à Lyon et en France. Parce que le public en général n'arrive même pas à me croire, et pourtant bon, les documents sont là, les chiffres sont là aussi, les enquêtes, les comptes rendus, les archives. La majorité des affaires au prud'homme étaient réglées au début en moins d'un jour. C'est-à-dire que normalement, quand un conflit arrivait dans la journée, il était réglé le soir. C'est seulement s'il arrivait trop tard dans la soirée qu'il était posé le lendemain. Alors, et là, j'ai mis tout de suite les chiffres, les statistiques. Il n'y en aura pas trop, n'ayez pas peur, vous n'allez pas avoir une séance entière avec les tables de chiffres. Simplement, ce qui est frappant, c'est vous avez une colonne. Alors là, je crois que je vais vous montrer avec les doigts. Un peu, oui, vous pouvez lire là? Oui, ça va. Bon, que moi, je ne peux pas. Alors, donc là, c'est les premières statistiques. Je vais lire après, ça a commencé un peu plus tôt, les prud'hommes, c'est les premières statistiques, 1807. Donc vous avez au début les affaires enregistrées, mais là, au début, il n'y en avait pas, donc c'était seulement les affaires conciliées. Donc là, vous voyez, par exemple, et au début, en statistique, il n'y a que ça, donc là, il y a des affaires conciliées. Et celles qui ne sont pas conciliées, voilà celles qui sont jugées. Entre-temps, il y a souvent beaucoup de... Elles sont conciliées en séance, elles peuvent aussi être conciliées hors séance. Et ce qui fait d'ailleurs que cette moyenne d'une journée, c'est que souvent, quand il y avait un conflit, par exemple entre chef d'atelier et négociant, ils allaient voir un prud'homme à son domicile et discuter, aussi bien un prud'homme négociant qu'un prud'homme ouvrier. Et ils s'arrangeaient comme ça. Et donc, entre les deux, il y a aussi les affaires non conciliées qui sont arrangées avant d'arriver en séance. Voilà, donc, et voilà la série de chiffres et l'effectif. Et voilà donc le pourcentage entre les affaires. Alors au début, les affaires conciliées, ensuite c'est avec les affaires enregistrées quand il y en a, et le pourcentage qui va en jugement. Alors vous voyez, c'est ça qui est inconcevable même pour un juriste actuel. Vous voyez, c'est qu'il n'y en a presque pas, donc vous voyez, c'est 1%, 1,5%, 1%, 0,0 et quelques. C'est-à-dire que tout est concilié. Alors c'est assez important à recadrer parce que justement, quand on lit les codes de la fabrique, on est complètement polarisé sur les affaires jugées d'abord, parce qu'il n'y a que celles-là qui ont un compte rendu. Et alors, déjà, il faut savoir que, par exemple, quand on voit le compte-rendu sur 5 ou 6 affaires jugées dans la presse hebdomadaire des prud'hommes, il y en a eu 60, 80 ou 100 qui ont été conciliés. Donc c'est important dans le rapport, si vous voulez, entre les prud'hommes, les institutions, les négociants et l'ensemble des ouvriers de la fabrique, qu'ils soient chefs d'atelier ou compagnons. Pardon, Monsieur Cottereau, je fais peut-être juste un tout petit point, parce que je ne sais pas qui est complètement au fait sur ce vocabulaire chef d'atelier, négociant, et puis même l'institution des prud'hommes.
peut-être on peut faire un tout petit point là-dessus. Dans la fabrique lyonnaise, il y a plusieurs groupes qui interviennent. Il y a les chefs d'atelier qui sont les chefs tisserands et qui emploient leurs compagnons qui fabriquent le tissu, quoi. Et puis ceux qu'on appelle les négociants et fabricants sont les gens qui passent commande au chef d'atelier et qui lui livrent à la fois la matière première, le dessin du tissu à tisser. Et les prud'hommes, c'est une institution, enfin c'est une juridiction relativement exceptionnelle qui naît en 1806. Oui, c'est ça, je vais y venir là. Super, très bien. Et, voilà, et qui est destiné à régler les différends au sein d'un univers professionnel, disons. Un univers professionnel donné. Très bien. Voilà. Et puis on y revient. Ah oui, il faudrait que je tienne le micro. Bon. Donc voilà. Alors, bon, je vais revenir. Simplement là-dessus, je voulais insister que ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, la moyenne, j'ai écrit, c'est 16 mois. En fait, c'est un peu plus d'ailleurs, en actualisant les chiffres. C'est 18 mois maintenant les affaires. Vous voyez, un jour d'un côté, 18 mois. Donc on voit bien qu'on change de monde. Alors ce monde qui reste à peu près le même, vous voyez encore en 1860, 1870, 1880, ça monte un peu, il y a une année exceptionnelle, il a dû y avoir des grèves à 14%, vous voyez là vous ne saviez pas mon 84. Alors les chiffres s'arrêtent en 1926, c'est-à-dire les prud'hommes continuent, simplement j'ai des chiffres jusqu'en 1926, où il n'y a plus grand-chose, parce que disons que le grand marché mondial de la soierie où Lyon est prédominant, ça décline à la guerre 14, et puis les restes déclinent encore très fort entre les deux guerres. Ben voilà, c'est tout. Monsieur Gautreau ? Oui. Pardon, mais est-ce que votre micro est allumé ? Il est allumé, mais il parle pas. Il est allumé, mais il ne parle pas. Alors, peut-être qu'il faut... le rapprocher. D'accord. Merci. Ça va là, c'est bon ? C'est aussi pour la captation. Merci. D'accord, merci. Oui, puis rappelez-le si j'oublie. Hein. Ça risque d'arriver. Donc voilà. Alors, pour la période où est la pièce, vous voyez par exemple 3600 et 3430 conciliations dans l'année. Voilà. Les chiffres de jugement changent un peu, ça c'est l'effet de l'écho de la fabrique qui a exigé que tous les jugements soient écrits. Avant on n'écrivait que ceux dont on réclamait la copie. Donc il y en a, ça fait, il y en avait 18, on passe à 130. Voilà pour ça. Alors l'institution en fait, vous trouverez ça nulle part écrit, c'est des archives que j'ai découvertes. Elle a un antécédent durant la période révolutionnaire, c'est assez important. Elle a un antécédent en 1790. Il y a des assemblées générales en France, il y en a spécialement à Lyon, en particulier une séance solennelle dans la cathédrale Saint-Jean, où ils sont 3500 qui élisent des délégués, quartier par quartier, et qui font une déclaration solennelle de scission d'avec les négociants fabricants. C'est ce qu'ils disent, c'est le mot qu'ils emploient, scission, et qui disent en vertu des droits de l'homme et du citoyen, étant libres, nous sommes libres de nous réunir, et étant libres, nous sommes libres de négocier. Alors ils font attention et ils ne créent pas une nouvelle corporation, ils font très attention dans les mots de s'en démarquer. Ils expliquent, nous créons une institution provisoire en attendant que la constituante nous ait donné des nouvelles lois compatibles avec la liberté. Et dans ce contexte-là, il crée une institution qui est appelée à l'époque le tribunal provisoire des arts et métiers. Et c'est vraiment le début en fait des prud'hommes. C'est le début dans le contenu, dans le mode de fonctionnement, dans le contenu des documents et dans une jurisprudence qu'on retrouve en 1831, qu'on retrouve en 1836. J'y reviendrai pour les prolonger. Alors,
Mais l'important, c'est vraiment que c'est une institution instaurée dans l'esprit de la Révolution avant la Terreur. Bon, alors, il y a beaucoup d'épisodes après, et j'en passe, mais il faut savoir seulement que les délégués ouvriers, c'est un mouvement donc, qui continue, et du coup, ils élisent alors il va être des prud'hommes, et à l'époque, ce sont des maîtres-gardes révolutionnaires. Et ces maîtres-gardes révolutionnaires se méfient beaucoup des pièges de l'arbitraire qui est en train de s'instaurer, l'arbitraire terroriste en 1792 et 1793, au point qu'ils sont obligés de rentrer dans la clandestinité après avoir participé à la révolte de Lyon contre Paris, en fait, hein, ce qui a été appelé par les bons historiens comme l'insurrection anti-jacobine et anti-parisienne, les deux à la fois. Alors anti-jacobine, il y aura discuté parce qu'il y a des jacobins qui sont restés du côté des prud'hommes et du côté de la démocratie ouvrière, etc. Mais bon, ce qui est important à souligner, c'est seulement que, si vous voulez, que l'historiographie libérale, d'un côté, ça n'a jamais voulu savoir qu'il a existé des prud'hommes, ça n'intéressait pas. Et d'autre part, du côté marxiste, on avait une vision très particulière hein, de la vie ouvrière, et on voulait que, d'abord, si on prend le marxisme le plus dur comme Lénine, hein, seul intéressait les ouvriers qui n'avaient que leur chaîne à perdre. Or, les ouvriers lyonnais, ils avaient aussi leurs ateliers à perdre. Ça n'a rien qu'à ce titre-là, c'est pas beaucoup les marxistes, ils ne pouvaient pas être une avant-garde. En même temps, ils étaient obligés de changer de braquet dans leur propagande plus tard, donc tout ça après 1870 dans la propagande sur les Français. Et c'est à ce moment-là que les canuts sont vraiment devenus un drapeau pour toute la classe ouvrière, donc un symbole, quitte à arranger un peu l'histoire. Hein. Voilà. Alors, bon, j'avance un peu. Je passe rapidement, il y a le succès, j'ai un autre tableau là, le succès des prud'hommes. Donc ça, c'est le même tableau qui continue plus loin. Ah oui, est-ce qu'il peut défiler comme ça? Non. Si. Alors là, c'est des sites. Donc ça, c'est pour la France. Alors c'est à peu près la même chose, donc là c'est les résumés tous les 10 ans. Donc vous voyez au début, donc 6% non 3% pardon, de Julien en conseil et presque rien en appel. Et là il y a deux sauts qualitatifs. Il y a d'abord la montée des jugements et la baisse des conciliations qui est très forte. Et ensuite il y a encore une espèce de surenchère, même les appels aux tribunaux supérieurs se multiplient. Et vous voyez qu'à la fin, par exemple en 2020, donc il y a 2 ans, les conciliations, il n'y en avait plus que 9% au lieu de 99,5% au début de l'institution. Voilà. Bon, c'était juste pour prendre la mesure du changement que je passe sur ce tableau. Bon, j'ai plus l'affichage des... Peut-être fermez-le, si vous voulez. Ah d'accord. Comme ça, vous retrouvez juste comme ça. Bon, après, je vais passer à l'importance de la fabrique avec des chiffres que je vais montrer, une fresque historique rapide du nombre de métiers à tisser à Lyon. Voilà. Alors là, je ne suis jamais repris depuis. Alors, ils zoom plus même. Je fais parce qu'il faut que je m'excuse, on a... Et voilà, c'est ça. Je ne peux pas avoir plus de chance, mais ça va trouver des films plus longs. Ah, bah tu me vas prendre là. Ah oui, des films. Ok. Si vous voulez, je vais faire. Ouais, je veux bien, ça va. C'est bien mon excuse. Bon, qu'importe, on va voir. Donc là, vous voyez, par exemple, les métiers en ville, 8000, enfin vous avez les chiffres là, je ne vais pas les répéter. Donc vous avez l'année et l'effectif de métier, hein, tout simplement en ligne. Vous avez dans la ville, l'autre colonne c'est dans les faubourgs, l'autre colonne l'agglomération, ceux à la campagne et puis le total. Voilà.
Donc voilà, donc vous voyez la grande étape, la grande époque, c'est sous le Second Empire, donc les années 1860, 70, 80. Vous voyez qu'après c'est parti à la campagne, donc en 1866, la majorité des métiers est à la campagne, et il y en a 120 000 au total. Et puis, bon, après, bah, c'est la régression rapide avec la mécanisation, et donc à la fin, c'est un tableau de... Et les métiers mécaniques sont aussi bien à domicile qu'en usine, ils ne sont pas tous à domicile, donc vous avez les chiffres là en bas. Je le ferme, je passe rapidement, sinon on va pas arriver. Voilà. Alors, maintenant je vais passer à la raison d'être des prud'hommes sous un second aspect. Le premier aspect, c'était... bon, il faut que je ferme celui-là avant. Le premier aspect... Vous voulez ouvrir le quatrième? Oui. Allez-y, je pense qu'il le fait. Donc, le quatrième aspect, c'est la fabrique collective. Sachant donc, la quatrième vue, le deuxième aspect. Le premier aspect, c'est l'aspect politique, c'est-à-dire que la justice, c'est donc un acquis révolutionnaire, c'est pas ce qu'on explique le plus dans les manuels, mais c'est ce qui change le plus la société. C'est une réforme d'une justice qui devient accessible. Alors c'est vrai pour les prud'hommes, c'est vrai pour les justices de paix, quelque chose qu'on a... Une connerie monumentale, on les a supprimés vers 1950, mais on a passé son temps à les regretter en essayant d'inventer des conciliateurs depuis, ce qui était la raison d'être des juges de paix. Et bon, il y avait le tableau chiffré, je lui passais dessus, mais il y en a en gros, en supposant, en imaginant que chaque Français adulte il passait à tour de rôle, ce qui est évidemment une fiction. Hein. Mais si c'est ça, tous les Français y passaient tous les 10 ans. Si vous voulez, en gros, c'est ça l'ordre de grandeur. Donc c'est quelque chose, vous voyez, c'est une familiarité qu'on n'a plus maintenant. Et c'est comparable, celle-là, à la familiarité, même en chiffres d'ailleurs, à la familiarité des canuts avec les prud'hommes. C'était courant et c'était exceptionnel et abusif, justement, que des patrons punissent les ouvriers pour être allés au prud'homme. Habituellement, c'était une chose tout à fait normale. Et vous voyez, comme il y avait en plus des conciliations, c'était pas forcément une humiliation pour les employeurs. J'ai pas bien compris. Les conciliations, ça veut dire que ça passe pas au tribunal. Oui, oui, non, mais vous faites bien de poser la question, j'ai oublié de le dire. C'est quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire, en plus, il ne faut pas confondre la conciliation et l'arbitrage. Donc, la conciliation, c'est mettre les gens d'accord. C'est pas l'arbitrage, c'est quelqu'un d'autre qui tranche. Les gens se mettent d'accord pour que quelqu'un d'autre tranche. Les deux existent, mais c'est très différent. Et là, il s'agit de conciliation proprement dite, même si quelquefois il peut y avoir des pressions des prud'hommes pour que les gens se concilient. Mais bon, ça c'est une autre affaire. Habituellement, c'est pas le cas. Alors, je profite de votre question aussi pour expliquer un tout petit peu plus la fréquentation et le type d'affaires. C'est-à-dire que les conciliations, c'est pas seulement entre les chefs d'atelier, donc chefs d'atelier qui sont aussi ouvriers, hein, au point que quelquefois ils sont appelés ouvriers aussi bien. Et les compagnons. Alors, et les compagnons, c'est donc il y en a selon les cas 0, 1, 2 ou 3 dans les ateliers. Et il faut bien voir que c'est pas une classe à part. Il y a plusieurs raisons à ça, j'en expliquerai une, c'est le tarif. Mais il y en a une autre plus simple, c'est que c'est des jeunes célibataires, toujours. Un compagnon, enfin, il y a toujours des exceptions, mais la règle très largement suivie, c'est des jeunes célibataires juste après l'apprentissage. Et en fait, c'est quasiment une prolongation de l'apprentissage. C'est un peu comme des stages après l'apprentissage, être compagnon. Et on est logé toujours dans l'atelier. Et les ateliers, alors concrètement, c'est vraiment... moi j'ai appelé ça dans les ouvrages savants des foyers ateliers. J'ai mis le mot foyer, c'est-à-dire c'est pas exactement des familles, c'est plus que ça parce qu'ils logent aussi les compagnons et les apprentis justement. Et en général, le rôle de l'épouse
pour les grands ateliers où elle ne monte plus au métier. Dans les petits ateliers, elle tisse comme son homme, avec la même compétence. Quand les ateliers sont plus grands, elle a une autre compétence. Alors, ils écrivent dans les recensements mère au foyer, mais mère au foyer, ça n'a pas du tout le sens que ça a pris un siècle plus tard. Ça veut dire dame logeuse. Hein, ça veut dire hôtesse. Et ça veut dire qu'elle a en charge tout l'aspect hôtelier d'un atelier où il peut y avoir 4 apprentis, 5 compagnons, qu'on nourrit et qu'on couche, comme on dit. Et les prud'hommes, alors voilà, donc c'est ça parce que du coup les prud'hommes, j'ai une statistique que j'avais sous les yeux tout à l'heure. Les affaires entre chefs d'atelier et négociants ne représentent que 40% des affaires des prud'hommes. 60% c'est des conciliations d'affaires internes aux ateliers. Donc ça c'est assez important, il y a j'avais les chiffres là. Voilà, je les ai là. Donc par exemple, donc, en une année 1842, c'est la première fois qu'ils font les comptes, ce genre de comptes. Il y a 41 entre négociants et chefs d'atelier, 41% pardon, pour 4000 au total. 2300 et quelques entre chefs d'atelier et compagnons, 24%. Entre chefs d'atelier et apprentis, 3000 affaires, c'est 31%. Donc ça vient aussitôt en importance après. Donc vous voyez, c'est important. Et alors ça, c'est aussi ce qui explique qu'ils appellent ça tribunal de famille, parce que quelquefois c'est vraiment une dispute. Alors il y a des affaires plus graves, en fait elles n'y passent pas, c'est les affaires de délits sexuels qui sont assez courantes. Et en général, alors j'ai vu ça dans le journal intime de Charnier, qui a, en tant que Pierre Charnier, c'est un prud'homme très très important dans les années 30, 40, 50, et qui a un grand ascendant moral. Et en fait, on a souvent appel à lui pour des affaires délicates, comme on appelle ça délicates, hein, puisqu'à l'époque, si vous voulez, une apprentie violée, c'est quelque chose d'absolument inavouable, un scandale non seulement pour l'avenir de l'apprenti, mais pour toute la famille. Mais en même temps, les prud'hommes sont une des rares institutions, peut-être les seules, à ne pas nier le problème et à le traiter quand même. Et dans ce cas, ils le font en coulisses, et c'est souvent une collaboration entre Pierre Charnier et le commissaire de police, parce que quand le viol est avéré, il y a quand même condamnation pénale. Et pour ça, il faut envoyer un prud'homme enquêter et recueillir les témoignages autour. Parce que quand il fait bien le travail, ça marche très bien. Ensuite, on le temps passe là. Voilà. Il faut que Vous savez j'accélère. que les conseillers prud'homaux, ils pouvaient saisir le pénal? Oui, tout à fait. D'accord. Il le faisait couramment, c'est-à-dire par exemple quand il y avait du vol de matières premières, ils n'étaient plus compétents. Ils étaient compétents pour l'expertise, c'est-à-dire pour établir les faits, mais pour le jugement, c'était le pénal. Alors bon, j'étais à un moment donc sur l'histoire des prud'hommes. Alors bon, rapidement, donc ils sont fondés en 1806-1807, après avoir été réclamés sans cesse après la Révolution. Il y a eu des demandes sans arrêt en 95-96. Il y a même alors une anecdote amusante et révélatrice. En 1785, il y a une descente de police parce qu'il y a une rumeur, donc on est en période contre-révolutionnaire, il y a une rumeur qu'il y a une énorme assemblée de jacobins qui est en train de reconstituer le terrorisme. Alors il y a une grande descente de police et la presse raconte et on s'aperçoit qu'il y a un méprise total. En réalité, c'est une assemblée très paisible qui a été faite, une assemblée d'ouvriers, de canuts comme on dit plus tard, qui a été faite à la demande du tribunal de commerce. À l'époque où il n'y avait pas d'institution, donc le tribunal de commerce, c'est le juge au-dessus des prud'hommes et au-dessus, c'est lui qui juge quand on fait appel.
À l'époque, ça a changé depuis. Et le tribunal de commerce a demandé aux autorités municipales et aux autorités de police, qui étaient des autorités provisoires de l'époque, de s'arranger pour qu'il y ait une assemblée générale d'ouvriers, comme en 90, une assemblée générale d'ouvriers qui se rassemble, qui élise des délégués qui soient suffisamment représentatifs pour signer des engagements de tarifs et qu'en face d'eux, bien sûr, il faut le tribunal de commerce les connaît bien, il faut des représentants suffisamment représentatifs des employeurs. Et ils ont effectivement signé. Mais c'est écrit qu'ils ont signé, le texte n'existe dans aucune archive à ma connaissance. Mais c'est bien écrit en archive qu'ils ont signé. C'est un exemple, il y en a d'autres, j'ai compté, je crois qu'il y en a une douzaine de tarifs de signés entre 1790 et 1831, si on compte celui qui a été signé avant d'être récusé. Alors, en même temps, la loi des prud'hommes, c'est beaucoup plus de choses que ça, c'est un véritable statut de la fabrique collective. Alors là, cette fois, alors le mot fabrique collective, c'est un terme technique que j'ai repris d'enquête d'anciennes époques, qui désigne une alternative à ce qu'on peut appeler la voie classique d'industrialisation, celle par exemple qu'il y a dans tous les manuels scolaires quand on parle de coteau, c'est-à-dire la concentration, le machinisme et les grandes usines. Ça, c'est le modèle classique de l'industrialisation. Et les prud'hommes sont le régulateur et la principale institution qui permet d'établir un autre mode d'industrialisation, alors qu'on appelle la fabrique collective, qui est la coexistence, en fait, dans ce cas, d'un grand capitalisme commercial quand il s'agit de vendre les tissus. Hein. Et là, c'est un grand capitalisme commercial parce qu'il faut énormément de capitaux pour acheter les soieries avec des gens extrêmement compétents et nombreux, des commissionnaires qui vont chercher les meilleurs et les plus adaptés. Pour ça, ils font des prêts à ceux qui tissent la soie sur place, donc dans tous les départements, le Gard, la Drôme, tout le Dauphiné, tout le sud-est de Lyon, avec des élevages de vers à soie qui se développent à toute vitesse à ce moment-là, et qui font une grosse prospérité du sud-est de Lyon des années 1800 aux années 1848, en gros. Après, ça, c'est plus difficile. Et donc, il y a un grand capitalisme aussi parce que les négociants sont des banquiers, en fait. Hein, et en même temps que les marchands de soie, qui sont les plus gros capitalistes, en gros, les gros importateurs et exportateurs. Et puis en dessous, alors, c'est là que j'ai fait un tableau, mais je vais zoomer, il est illisible, hein, c'est plutôt un document de travail, c'est sûrement pas, qu'on appelle ça maintenant, la communication. Mais est-ce que vous arrivez à lire quelque chose quand c'est écrit en grand? Oui, ça va. Donc, voyez, vous avez le schéma, donc là, les marchands de soie, ça c'est les grands capitalistes banquiers. Alors ce que j'ai fait, si vous voulez, quand il y a par exemple là 6 ronds, ces 6 marchands de soie, ça représente symboliquement, il y en a peut-être une centaine, hein, en 1809, ça, les chiffres sont à peu près doublés en 1830, hein. Au moins doublés, multipliés à 2,5. Et les chiffres ici, c'est les effectifs. Alors là, par exemple, c'est un métier très particulier, très caractéristique, ça s'appelle les metteuses en main. Il y a ça en France, il n'y a pas ça à l'étranger. C'est des femmes en général, très hautement spécialisées, hein, et très hautement payées. Hein. C'est des grandes expertes, un peu comme les goûteurs de vin il y avait dans le temps. Là, c'est les goûteuses de soie en quelque sorte. C'est les palpeuses d'abord, hein, et des examinatrices à la loupe. Mais avant tout, c'est le palpage où là, elles sont capables de dire la qualité de la soie en mettant entre leurs doigts. Parce que c'est énorme, hein, les enjeux. Moi, j'ai pris l'exemple du vin, c'est pareil, hein, il y a autant de variétés pour la soie. Sauf qu'il n'y a pas d'appellation contrôlée et le contrôle, il est là. Vous avez les teinturiers et aussi
important. Alors oui, alors tout ça, c'est ce qui est avant de toucher les chefs d'atelier. Donc ça, c'est la sphère, si vous voulez, du grand capitalisme commercial, avec un tas d'intervenants en fait qui traitent la soie à chaque stade. Donc de haut en bas, c'est aussi les transformations de la soie. Hein. Donc j'ai pas tout mis là, il y aurait les fers à soie, pléo, etc. Et la filature. Donc là, c'est à partir du fil, hein, les transformations. Donc, voilà. Donc les négociants, c'est les organisateurs de tout ça. Notamment, ils organisent la teinture de la soie, ce qui est capital. Hein, une teinture morée, ça. Alors ça se voit seulement la mauvaise teinture, ça se voit au moment du tissage. Et là, vous voyez un des problèmes de la raison d'être de l'expertise des prud'hommes. Et pourquoi aussi les patrons eux-mêmes demandent des prud'hommes. Et ils demandent des expertises parce que, si vous voulez, alors bon, je continue. Là, il y a les dessinateurs, donc ça aussi c'est essentiel. Je vais lire un texte après, il vous en parlera là-dessus. Passer du dessin à la mise en carte pour ce qui est du tissage façonné, c'est-à-dire qu'on fait des dessins avec des fils de différentes couleurs. Hein, sinon, c'est le tissage d'uni, mais entre les deux, il y a aussi les tissus modes qui sont des variétés de combinaisons de couleurs avec des dessins symétriques, c'est-à-dire que quand ils sont symétriques, ça veut dire que la navette, elle va toujours d'un bout à l'autre du métier. Alors que là, il y a des passages de fil qui ne font qu'un petit bout de la traversée, quand c'est du façonné. Et puis, donc en dessous, là, donc vous avez les métiers. Alors là, c'est là que mon dessin n'est pas lisible. J'ai juste voulu symboliser, et c'est pas heureux. C'est mauvais hein, comme ça, je me donnerais une mauvaise note. Mais j'ai voulu symboliser la multitude des relations. Et ce qui compte à retenir ici, c'est la multitude des relations. C'est-à-dire que les ateliers, vous voyez, si un chef d'atelier il est en relation, par exemple, alors un trait, c'est les traits fins là, qui font un tissu gris illisible, c'est qu'ils sont en relation avec les négociants, mais un atelier est virtuellement en relation, par exemple, avec la cinquantaine de négociants que j'ai vus là, à tour de rôle. Et en même temps, selon son nombre de métiers. Par exemple, s'il a 5 métiers, il peut très bien traiter avec 5 négociants. Voilà. Et alors ça, c'est... Et alors, le modèle classique que j'ai opposé, vous voyez, c'est cela. Alors ça, c'est ce que voulaient notamment les économistes libéraux, hein, et ce qu'on appelle libéral malencontreusement, puisque c'est extrêmement autoritaire, c'est-à-dire que être économiste libéral, c'est vouloir l'autorité du seul patron en pratique. C'est-à-dire c'est laissez-moi faire quand c'est un patron qui le dise, et ne les laissez pas passer quand ils parlent des ouvriers, hein, de les faire laisser passer. Et puis, disons, du point de vue de la théorie économique, parce que c'est eux qui sont quasiment démagogues, si on peut employer le mot démagogue, vis-à-vis des patrons, c'est eux, avec... selon les cas, eux, après, ils choisissent quand ça les arrange, quand ça ne les arrange pas. Voilà. Et donc, parce que c'est un conflit, si vous voulez, la forme même prud'homme est en soi un conflit avec l'économie libérale, par son existence. Une sorte de négation que l'économie libérale est le seul modèle possible. De par, je veux dire, la fabrique collective que soutiennent les prud'hommes, pardon, ma langue a fourché. La fabrique collective est une négation du modèle libéral, et donc les prud'hommes qui sont l'institution clé, donc c'est la clé de ce qui devrait rester dans l'économie libérale, et face à ça, alors j'ai mis, c'est un modèle qui a été proposé sans arrêt dans les écrits des économistes libéraux pour comment ils voyaient que devrait être la fabrique. Alors, ce modèle-là, il date de loin. Il date de l'époque. Vaucanson, par exemple, était quelqu'un qui voulait absolument détruire les chefs d'atelier. Et c'est pour ça qu'il a inventé une machine qui n'a pas marché d'ailleurs, mais qui est quand même célèbre, qui n'a jamais fonctionné. Et il a écrit lui-même dans une lettre secrète au roi que si on développe sa machine, il faut le faire en secret, parce que les chefs d'atelier comprendraient très bien, c'est lui qui l'a écrit, hein, que cette machine est dirigée contre eux afin de les supprimer. Donc, il pouvait le dire en toute tranquillité, c'était un favori, ça c'était le favoritisme critiqué après, ça c'est Vaucanson en est un bel exemple, parce qu'après il a écrit des règlements sur Lyon
qui ont suscité une révolte au milieu du XVIIIe siècle, et il a failli se faire tuer, il s'est échappé par les toits. Voilà. Bon, ça c'est un détail, mais c'est pour dire l'opposition du modèle. Alors il revient, par exemple, en 1829, il y a, donc là on est à l'époque des Canuts, il y a des grands auteurs économistes, enfin c'est pas des grands auteurs, c'est des petits journalistes qui répètent ce que disent les économistes anglais, en fait, et qui, de nouveau, prêchent la réforme. Mais il y a des brochures en 1838, 40, 48, et même des républicains, et ça va être constant, ça, qui sont républicains, mais qui se laissent convaincre, disons, par les gens qui jouent les savants de l'économie politique, et une économie qui se dit libérale, qui est en fait complètement dogmatique. Elle a des principes. J'ai même alors un économiste, un collègue qui s'appelle André Orléans, qui est assez connu comme économiste, qui expliquait dans une conférence orale à propos d'un certain nombre d'incidents et de la politique gouvernementale. Les savants, quand ils font des expériences, et que les expériences démentent leur théorie, ils revoient leur théorie. Les économistes, quand ils voient l'expérience et que l'expérience n'est pas conforme, ils punissent l'expérience. C'est de méthodologie. Voilà. J'avais une question, si vous me le permettez, précisément là-dessus. Oui. Il me semble que là, on est au cœur de ce que nous, on a essayé de représenter dans la pièce, c'est-à-dire la fabrique, au fond, comme un modèle économique assez opérant, qui a besoin des prud'hommes comme institution essentielle à ses rouages. Et les prud'hommes qui avaient été réclamés, dont la réforme avait été réclamée par les insurgés de 1831 et qui a été au fond le seul résultat effectif de leur révolte. Et ce qui nous a semblé à nous, c'est qu'il y avait une part non négligeable des négociants, parce que c'est ce qui nous a semblé lire dans les rapports de l'écho de la fabrique, qui est au fond notre source unique. C'est le biais essentiel de notre pièce, c'est que la source unique assumée, c'est les économies. Il nous avait semblé qu'il y avait une part non négligeable des négociants qui, au fond, faisaient obstruction, qui ne voulaient pas de cet outil de régulation, parce qu'ils se rangeaient du côté de ces théories libérales qui voulaient rationaliser la fabrique, disait-il, mais en fait soumettre la multiplicité de ces chefs d'atelier sous l'autorité des négociants. Il y a tout un passage sur lequel on a travaillé autour d'une polémique justement lancée par Dupin autour de la question des chefs d'atelier. Ah bon, bah oui, ça faisait allusion à Dupin. Oui, tout à fait, oui. Et il me semble que c'est là-dessus que j'aimerais bien savoir, à votre avis, quelle est la proportion de ces négociants? Parce que il me semble qu'il y a, suite à l'instauration du tarif en octobre 31, il y a une centaine de négociants qui écrivent à Casimir Perier pour faire annuler le tarif. Donc on sait que ceux-là étaient vraiment hostiles à toute régulation, hostiles à tout tarif. Est-ce qu'ils étaient représentatifs des autres? Et quel type de négociants étaient élus conseillers prud'homaux? Est-ce que c'était plutôt des négociants qui avaient envie de ce conseil comme outil de régulation? Ou est-ce que c'était ce qui nous a semblé parfois des négociants qui étaient au Conseil, au fond, pour le saboter, pour le rendre inopérant et l'empêcher de pouvoir mettre en place une jurisprudence? Je vous remercie. C'est exactement le point que j'allais aborder maintenant. Très bien, vous avez fait l'introduction, donc je vais continuer. Effectivement, et même j'ai poussé la recherche un peu plus loin, mais ça vous confirme, même au-delà de vos espérances. Ah bon? Parce que j'ai pu, pour la première fois, ça fait partie des archives que j'ai découvertes, découvrir qui étaient ceux qui étaient à l'origine. Alors, il faut d'abord de l'annulation et donc de la pétition. Non, mais la pétition, elle est suscitée par le bureau du commerce au ministère du commerce. Et en fait, c'est une manipulation parisienne. Les vieux Lyonnais pouvaient se rappeler qu'il s'était passé des choses semblables ne concernant pas la fabrique, mais concernant la vie politique sous la Révolution. C'est un Paris manipulateur des plus radicaux des terroristes. Là, c'est manipulateur d'une dissension patronale. Alors, en fait, concrètement, ils ont appelé ça la lettre des 104. C'est une lettre totalement anonyme, dont il n'y a aucune archive et dont ils étaient peut-être moins nombreux. Et alors, il se trouve que la personne qui a écrit le mémoire que les autres ont signé figure dans votre pièce. Alors, bravo de l'avoir deviné, si vous ne savez pas. C'est M. Bonan. C'est Bonan? Oui, c'est Bonan. Le titre n'est pas là, mais...
Donc, un petit scoop qui va tout à fait à l'appui de la pièce, c'est-à-dire que sans le savoir, ils ont pris le pire des patrons. Mais en plus, il a été élu au prix d'homme, mais il a refusé de siéger et il n'a pas été réélu. Donc, et alors, bon, mais je reviens donc la lettre des 104. En fait, donc lui, elle a écrit un mémoire. Ensuite, il y a eu une petite réunion chez un plus grand notable, mais aussi un petit fabricant comme Bonan. Bon, et puis ensuite, ils ont décidé de faire une pétition donc contre le tarif. Et pour ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déposé un cahier avec la lettre et ils ont fait signer aux négociants qui sortaient de la bourse du commerce. C'est ça les 104 signatures. En supposant qu'il y en ait 104. Et qu'aucun n'était aveugle et ne croyait signer autre chose concernant la bourse. Voilà. Et en fait, c'est une manipulation, c'est-à-dire, il faut voir, c'est un exemple anecdotique, mais d'une grande importance, symbolique bien sûr, mais c'est aussi l'exemple d'un tournant du gouvernement. C'est la monarchie de Juillet qui a instauré la République, les ouvriers qui disaient la liberté, on y va. Et puis, de nouveau, le gouvernement lui-même devient extrêmement réactionnaire. Bon, c'est l'époque, ce que beaucoup ont retenu, le mot de Guizot, enrichissez-vous. Bon, si vous en avez plein les poches, vous les remplirez davantage, sinon, tant pis pour vous. Et... combien de temps ouais, donc j'ai pas fait... Voilà. Bon, j'ai pas du tout... Et si on revenait justement sur le tarif de 31 Alors, sur le tarif de 31, je voulais dire quand même un mot avant de la qualification des... C'est important, c'est que, si vous voulez, l'invention de cette régulation, donc j'ai dit un aspect, la fabrique, c'est le plus important, et je veux dire juste un mot, c'est une régulation d'artistes. Ils les appellent d'ailleurs, certains parlent de vie d'artiste quand ils parlent entre eux, ou bien leur famille, ou les gens qui les connaissent bien, ou bien aussi les autres artistes. Parce qu'ils ont des contacts, c'est d'ailleurs beaucoup d'affinités, c'est ce que j'ai étudié avec des artistes. Et d'ailleurs, le droit des prud'hommes a quelque chose à voir, ça c'est une parenthèse, avec le droit des artistes de théâtre. Parce qu'il y a des règlements qui sont, en parlant comme aujourd'hui, anti-intérim, pour la stabilité des intérimaires. Voilà, donc ça ressemble un peu à des ateliers. Pardon, mais ce sont les conseillers prud'homaux qui s'appellent entre eux les artistes, c'est ça? Ça arrive, oui. Oui, il y a même par exemple un discours d'enterrement, par exemple, intitulé, pour un vieux camarade, intitulé « Une vie d'artiste ». Et c'est un vieux camarade qui était en plus un inventeur, ce qui était très courant. J'ai compté pratiquement la moitié des prud'hommes élus étaient des inventeurs. Et ils avaient une notoriété à ce titre-là, et pas n'importe comment. C'est une notoriété de désintéressement, parce que ceux-là mettaient leurs inventions dans le domaine public. Et ça devenait donc un bien commun de la fabrique. Ils n'étaient pas les seuls, il y avait des négociants, ils faisaient pareil aussi. Bon. Qu'est-ce que ça peut être comme invention? Alors tout ça, c'est des nouveaux modèles. Là, j'ai pas eu le temps, je voulais vous en présenter un, par exemple, donc aussi, je vais tourner le truc, ça va aller plus vite. Je suis un peu miro et je connais pas cette machine-là, donc c'est un peu long. Le velours relief? Avant, non, il y a Boring, c'est le plus important. Voilà. Alors là, j'ai mis... C'est un personnage de la pièce. C'est un personnage, je sais. Et pour moi aussi, il était très important. Donc là, on s'est rencontrés, c'est les deux à la fois. Voilà, là, je me dis, enfin, je vais dire avec vous, parce que c'est assez important. Parce que chaque moment... Alors, Boring était un membre du Parlement. Et c'était quasiment un ambassadeur. Là. Il était là en mission pour Sa Majesté la Reine d'Angleterre, officiellement, pour
voir les réformes à faire dans le commerce international. Il était plutôt libre-échangiste, mais pas comme les libéraux. C'est à condition que ça développe des deux côtés. Il était pour ce qu'on appelle aujourd'hui des négociations gagnant-gagnant. C'était un homme, alors par ailleurs, c'était un folkloriste. Et il a ramené des interviews de Jacquard, qui a inventé lui-même sa légende. Mais ça, c'est une autre affaire. J'ai découvert Jacquard, il n'était pas l'inventeur, mais là, je ne vous dis rien, tant pis. Parce que sinon, on y passe le reste. Mais donc Boring, mais c'est pour dire que Boring était un homme très très versé. C'est d'ailleurs le fils lui-même d'un industriel de la soierie. Et plus tard, il a été nommé, pour son malheur, consul à Hong Kong à l'époque des révoltes, ce qui fait qu'il a une mauvais rose représenter la reine aussi quand il s'agissait de réprimer des révoltes coloniales. Mais sinon, ça a été un type très bien. Mais par exemple, il publiait des poèmes dans une dizaine de langues avec des poèmes populaires, donc un peu comme on recueille des chansons populaires, textuellement dans la langue d'origine. Il était polyglotte. Et là, donc, il a visité en 1832 l'école de la fabrique, donc ça en fait un. Il ramène en plus des cotisations par des ouvriers britanniques des soieries de soutien aux victimes de novembre. Et il fait une enquête, et y compris, il va dans les... Voilà. Alors, en fait, il fait un compte-rendu un mois ici après sa mission. Et alors, vous pardonnerez, c'est plein de fautes d'orthographe, parce que j'ai traduit à toute vitesse, dans l'obscurité, le texte que je n'avais qu'en anglais pour vous le présenter aujourd'hui. Donc j'espère que vous me pardonnerez de maltraiter à ce point le français pour traduire en anglais. Donc, ce qui m'a le plus frappé en France, c'est la manière de former le goût. J'ai été extraordinairement surpris de trouver parmi les tisseurs eux-mêmes, et aussi parmi les enfants, bref, parmi chacune des personnes liées à la conception ou à la production des tissus, une connaissance experte de la beauté. Qu'il s'agisse des couleurs elles-mêmes ou qu'il s'agisse de leur assortiment. J'ai vu encore et encore des tisseurs en train de discuter de l'assortiment des fleurs et réaliser des bouquets d'un effet magnifique. Il faut savoir que c'est la mode des fleurs à cette époque, juste quand ils visitent, c'est la mode des fleurs dans les... Mais il faut voir, c'est les fleurs hyper réalistes, ou réalistes tout court, mais avec toutes les nuances et les jeux de lumière. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Je les ai vus faisant sans arrêt des suggestions d'amélioration des dessins à leurs commanditaires. Car il faut savoir qu'en réalité, alors ça c'est pas... Il n'y a que seulement des allusions dans l'écho de la fabrique, ça vous a peut-être échappé. C'est que il y a des visites tous les jours, des visiteurs qui regardent techniquement comment ça va, des visiteurs des négociants, et c'est à cette occasion-là que les ouvriers font eux-mêmes des évaluations en fait de la manière dont on fait le tissu, s'il est bien fait, si les soies sont bien faites, s'il y a des fautes du tisseur, si l'assortiment est mal compris. Sur l'assortiment des couleurs, il y a par exemple dans le langage des canuts un langage commun avec les peintres, ils disent les couleurs boivent. Et la couleur boivre, ça veut dire qu'on a mis juste à poser deux couleurs avec un mauvais calcul d'assortiment, parce qu'au lieu de donner deux couleurs, elle donne un mélange comme dans de la peinture, quand on mélange deux couleurs. Donc ils disent les couleurs boivent. Et ça, et alors, ce qu'explique Boring, les employeurs sont très anxieux d'avoir ces retours-là, parce qu'ils ne peuvent pas anticiper eux-mêmes. Et c'est ce que dit Boring en général comme spécialiste des négociations, c'est qu'il explique que dans les soieries, on ne sait pas d'avance, un employeur ne peut jamais savoir d'avance ce que ça va donner. Ce qui est quelque chose d'absolument indispensable pour bien comprendre les séances prud'homales. Et la raison d'être des prud'hommes, c'est qu'il faut arbitrer à la fin, parce que quand un tissu, on ne sait jamais à qui la faute. Bon, je n'ai pas fini de dire avec vous. Cette organisation est l'objet d'une telle considération qu'il y a à Lyon une école des arts, donc au Palais Saint-Pierre,
Et effectivement, les tisseurs y allaient, même ils envoyaient, alors il y avait des conventions, ils envoyaient leurs apprentis, etc. pour les dessins. Ensuite, bon, il explique, bon, je passe. J'ai entendu répéter sans arrêt qu'un manufacturier, même de premier ordre, ne se résigne pas à ne compter que sur lui-même, sur ce que va donner son pattern. Tout ça, c'est en contrat avec les employeurs anglais et de Londres, qu'il connaît très bien. Il a participé à d'autres enquêtes sur eux avant. Et alors là, c'est un développement que je n'ai pas le temps de vous faire, mais si on compare avec la fabrique de Londres, si vous voulez, elle a réalisé exactement ce à quoi s'opposaient les prud'hommes. C'est-à-dire qu'il y a une réforme libérale dogmatique. Avant cette réforme, les patrons étaient très pour, comme les 104. Après la réforme, ils ont été foudrage en disant les ministres et les économistes nous ont trompés, ils nous ont promis la prospérité. C'est exactement le contraire qui s'est passé. Et la fabrique de Londres s'est complètement effondrée. Et la raison d'être de la déposition de Boring, c'est en fait ils sont en train de s'interroger là-dessus. Et quand Boring dit ça, c'est une leçon qu'il donne de mauvais comportement par rapport aux Français, aux soyeux anglais. J'ai visité un atelier de tisseur. Il avait tissé des centaines, oui, ma lettre D s'est cachée, pardon. Il avait caché des centaines de il avait tissé des centaines de patterns et me déclara son opinion sur la qualité de ses tissus. J'étais frappé par la justesse de son goût. Je me suis aperçu que lui, donc ce tisseur, ce canu et ses camarades étaient capables de prédire avec une belle finesse de jugement quel avenir était promis à un pattern. Pattern, donc un tissu. Donc ils étaient capables aussi de promettre le succès commercial. Alors c'était l'esthétique, ce qui ne dit pas là, ce qui l'explicite pas, mais qui est évident pour les gens de l'époque, c'est que les tisseurs étaient eux-mêmes très anxieux de savoir si un tissu allait durer, parce que pour eux c'était beaucoup plus rentable un tissu qui dure qu'un tissu dont ils sont obligés de faire les changements. Ce qui me fait penser alors à un développement que je n'ai pas le temps de tout faire, mais j'en dis quand même un mot, c'est une clé aussi. C'est ce que dans l'écho de la fabrique on appelle le montage, et qui en fait a une allusion à quelque chose d'absolument fondamental aussi dans le maintien même de la fabrique. C'est-à-dire les conditions d'existence de la fabrique, dont le montage est en fait un point, il y en a d'autres. Il y a notamment l'investissement dans le neuf, dans les métiers neufs, qui est apparenté. C'est quelque chose qui est assuré par les prud'hommes et qui ne pourrait pas exister sans la régulation des prud'hommes et sans les usages ayant force de loi que font respecter les prud'hommes. Ça consiste, alors c'est une vieille conquête, ça, par exemple, pour le montage. C'est sous l'Ancien Régime déjà, quand il y a eu des mouvements, ils ont demandé que soit pris en compte leurs frais de montage. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors on peut mettre une vue encore là. Cette fois c'est une image de tisseur, parce que je vais montrer une image de tisseur. C'est que quand il faut savoir que techniquement, voilà. Alors ça, c'est la plus belle image que j'ai vue parmi de nombreuses icônes. Il y en a qui sont complètement nulles parce que c'est complètement affabulé. Ça, c'est du reportage, c'est quasiment de la photo. Allez, juste avant qu'on invente la photo, si vous voulez, on payait des dessinateurs de presse de haut niveau, de haut prestige, un peu comme les photographes. Et les meilleurs faisaient les meilleures photos parce que c'était simplement les meilleures reproductions de la vie. Et alors là, il y a un point frappant, si on zoome, si vous voulez, c'est le clignement de l'œil. Parce que il faut voir que, en fait, il a l'œil complètement rivé, on ne voit pas la direction de l'œil, c'est à l'endroit exactement où se font les croisures. C'est ça. Et il cligne dessus parce qu'en fait, il surveille chacune des croisures si elle se fait bien. S'il n'y a pas une irrégularité, s'il n'y a pas un fil qui casse, il vaut mieux s'arrêter avant de passer à la suite. Et comme ils font un coup ou un peu plus ou un peu moins par seconde, en gros, faut avoir des réflexes. Et alors, l'autre chose
Et regarde aussi si ça boit, comme j'ai dit tout à l'heure. Et donc là, il tient le fouet. Donc ça, c'est les fils qui actionnent les navettes. Donc là, c'est les lisses. Et puis là, c'est les fils qui descendent. On ne voit pas ici du métier de jacquard et un fil qui descend par fil de trame. Voilà. Mais là, je voulais juste indiquer autre chose en vitesse, c'est que dans un métier, il y a alors le bâti, donc c'est la charpente en gros, hein, et d'ailleurs c'est les charpentiers qui les font. Et puis, il y a tout le reste. Donc il y a les appareils, il y a les métiers jacquard, il y a les lisses, il y a les très très importants, parce que leur largeur doit être changée avec la largeur des tissus, donc les lances-navettes, en fait, hein, les battants qui sont très chers, parce qu'ils doivent avoir, on n'est pas dans de dire, mais ils doivent avoir des qualités techniques très très précises, une grande stabilité de poids, pouvoir être réglé très précis sur la force de frappe, etc. etc. Il y a aussi, alors ça c'est pour ça qu'il avait, et de temps en temps il y met le doigt, c'est que faut sentir la tension au toucher, il faut la régler constamment, ne serait-ce à cause des variations de température. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas la même tension selon la température de l'air. Donc même dans une journée, ça varie, et donc ça fait partie des choses où il faut un savoir-faire. Et d'ailleurs, il y a des souvenirs cette fois d'une femme qui faisait des ovales et qui était très... là, c'est une interview d'un très vieux tisserand qui rappelait sa jeunesse il y a une trentaine d'années et qui disait qu'il y avait... elle aussi, c'était une héroïne des exploits parce que en réalité, avoir une bonne dévideuse, c'est-à-dire celle qui fait des bobines, ou bien bobineuse, celle qui fait les bobines de trame, et dévideuse qui fait les fils de chaîne, c'est aussi quelque chose d'important. Au même titre, en fait, que les bons dessinateurs pour les négociants. On a des bons et des moins bons. Tout ça, c'est une technique. Alors, philosophiquement, je vais résumer ce qu'on va développer aussi, si vous voulez. Cette fois, je vais prendre pour une fois les auteurs, même Aristote, mais c'est pas le plus difficile à comprendre, l'art de la formulation. Et Aristote donc, parlait du rapport de la matière à la forme. Donc c'est aussi le rapport de la matière première à la forme. Et si vous voulez, si on emploie ce langage, alors la spécificité de tout le processus de fabrication, c'est que ça n'est plus un rapport de matière à forme, c'est un rapport de forme à forme. C'est-à-dire que dans un rapport de matière à forme, par exemple, disons du coton pour tissu imprimé, du papier bio, ce qui compte, c'est que le support, avant tout, il soit neutre. Que le papier n'est pas un grain qui gâche les lettres, même si, bon, un marchand de papier dirait que, attention, il y a quand même des qualités. Il aurait raison, mais en gros, quand même, pour l'imprimeur, il faut avant tout que le papier, si vous voulez, soit régulier. Et se fasse oublier. Donc, c'est un rapport de matière à forme. Si vous voulez, quand l'opération suivante, il faut que les traces humaines soient effacées, c'est vrai pour le dessin industriel aussi, mais évidemment le contraire pour le dessin artistique. Donc, pour le dessin industriel aussi, il faut que les traces de l'opérateur précédent soient effacées et pas visibles. Là, c'est tout le contraire. Il faut bénéficier de la mise en forme du prédécesseur. C'est bon, il n'y aurait pas le temps, mais rien que ça, philosophiquement, c'est un truc essentiel et énorme en conséquence, qui peut revenir à la mode parce qu'on valorise aujourd'hui les produits de qualité. Et ça aussi, ça conditionne, si vous voulez, la raison d'être des prud'hommes. C'est ce sur quoi s'appuie Boring. Et je veux juste, alors une photo de velours aussi pour voir juste un exemple de ce que j'ai avant. Il y en a une qui s'appelle velours. Et voilà. Et là, en plus, je vais zoomer, donc c'est un exemple, si vous voulez, de réalisation de l'époque. Et ce qui est très fort, alors là, il y a des fleurs, c'est pas des très grandes, donc c'est pas ça le plus important. Le plus important, ici, c'est que le tissage joue avec la lumière. Comme les peintres, d'ailleurs.
Et là, je vous ai pris juste un pli, hein, c'est un détail d'une photo, donc un manque de définition pour voir mieux le détail. Mais déjà, ça suffit à se rendre compte que, par exemple, si vous regardez, ne serait-ce que cette rose-là, c'est pas une rose, c'est une fleur de couleur rose, mais je ne sais pas si c'est la fleur. Vous voyez bien que avec les 18 couleurs, il faut tout un assortiment pour que la couleur éclairée soit différente de la couleur pas éclairée. Ouais. Donc ça fait un jeu d'assortiment énorme de couleurs. Et ça fait évidemment un talent. Et là, le métier décisif, c'est la mise en carte. C'est-à-dire, c'est la mise en carte, c'est la vraie peinture, c'est pas le dessin. Et la spécificité, ce que souligne aussi Boring dans le passage et dans d'autres aussi, c'est que le secret de la supériorité de la France dans les tissus, il faut savoir que la fabrique, c'est une success story, tant qu'il y a c'est un succès commercial énorme, et la France, que ce soit Lyon et plus tard Paris qui se surajoute, mais plus tard sous le Second Empire, c'est une supériorité toujours de réalisation qui est incontestable, sauf d'une autre manière par les tissus des Indes. Mais bon, et du Cachemire, mais j'ai passé beaucoup de temps. Comme il est 15h30, je me dis que ça peut être peut-être bien si on se laisse un temps de discussion. Ouais, mais tant pis, je vais passer sur le reste. Je voulais présenter des... Oui. Vous aviez... Oh bah, il y en avait encore beaucoup, mais c'est pas possible. Mais sinon... Mais j'ai quand même dit des choses intéressantes. On peut passer au tarif, vous avez raison de dire. Peut-être, on peut vous poser une question si vous êtes d'accord. D'accord. Parce qu'il y a quelque chose qui était... Donc vous avez parlé tout à l'heure, vous avez échangé autour de cette question du tarif en 1831. Alors si je la fais très très vite sous votre contrôle, on pourrait dire la chose suivante. Un tarif est établi valant pour toute la fabrique à l'initiative non seulement des chefs d'atelier, mais également de certains négociants. Il est validé par la Chambre de commerce et un certain nombre de négociants en appellent au gouvernement parisien pour ne pas l'appliquer. Et à l'issue de ça, la révolte, les chefs d'atelier et aussi, je crois, beaucoup de compagnons appellent à la grève, et la grève dégénère très rapidement en insurrection. C'est l'insurrection de novembre 31. Et c'est pas tout à fait ça. Non, à moi, non, mais c'est intéressant. Mais c'est que, en fait, c'est pas une grève, c'est des manifestations pour que les patrons respectent leurs promesses. Oui. Mais la nuance est importante. Ouais. Et alors, ce qui est absolument, enfin, qui pour nous est vraiment très très intéressant, c'est que vous dites, Monsieur Cotreau, en fait, il y a un consensus dans la fabrique autour du tarif et de l'application du tarif. Et vous me disiez tout à l'heure pendant le déjeuner, vous dites même, en fait, le tarif c'est un usage. Et la non-application du tarif, c'est ça l'abus, c'est ça la rupture d'usage en fait. C'est quasiment quelque chose de révolutionnaire en fait, le fait précisément qu'il n'y ait pas de tarif. Et alors ça, en tout cas pour moi, c'est complètement au rebours de ce que j'ai pu lire. Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus, sur le fait qu'en fait des tarifs étaient appliqués et que très majoritairement, dans l'ensemble de la fabrique, il y avait consensus sur cette question. Voilà. Alors d'abord, le tarif, c'est un acquis de la Révolution de 89, il y en a eu dans d'autres villes, il y en a eu à Paris, et c'est contre ça que le Chapelier, avait fait sa loi, c'était contre un tarif des charpentiers après. C'est ça la circonstance. Mais il y en a eu quand même, il y en a eu à Nantes par exemple, et à chaque fois, alors la procédure c'était que pour respecter la liberté, on ne faisait pas un tarif légal obligatoire, mais les autorités eux-mêmes, en cas de conflit, pour faire cesser le conflit, se posaient en médiateur. Donc les autorités sont médiatrices dans l'affaire, ce qu'a été le cas aussi en 1931, et ce qui était la tradition. Et le préfet du Mollard, donc le préfet précédent, malheureusement mal nommé, était très conscient, il appliquait la loi, lui. Et c'est Gasparin qui a été chargé de casser la loi. Gasparin, le préfet suivant. 31. Et envoyé, et c'est le gouvernement qui, enfin, c'est pas Guizot à l'époque, mais c'est le siècle, bon, c'est le prédécesseur. Il y a Thiers en particulier, qui est dans le gouvernement, c'est lui qui manipule, parce qu'en fait,
Alors là, il ne faut pas être complotiste, mais quand on voit les papiers, il y a eu effectivement complot entre le ministère du Commerce parisien et cette petite minorité, qui en plus, il faut savoir, c'est une minorité de fabricants moins grands, disons, que les grands fabricants. Et en fait, c'est des gens qui spéculaient à la baisse des métiers. Et derrière, voilà, des baissiers. À l'époque, on disait des gens de la sous-enchère. La surenchère, le mot existait avant la sous-enchère. Donc la sous-enchère au paiement des autres. Et à la fois, ça va très loin si on compare avec toute l'Europe, si vous voulez, et la Grande-Bretagne en particulier. Si on laissait faire, et s'il n'y avait pas de tarifs, et avec des ateliers, il se produisait une concurrence féroce et mortelle entre les ateliers. Et mortelle au sens où les ateliers disparaissaient. Si vous voulez, c'est un petit peu comme la petite paysannerie s'il n'y avait pas eu de politique agricole commune. Oui. Et c'est des choses qui ont été mises en place dès 1789, avec la médiation des autorités. Et c'est ça que, si vous voulez, une sorte de libéralisme, entre guillemets, hein, puisque je vous ai dit, c'est pas libéral du tout, mais ce qu'on appelle, ce qu'il est convenu d'appeler libéralisme, donc il faut appeler plutôt libéralisme économique, et qui est en fait un autoritarisme, c'est, en plus ici, ça a été une sorte de dogmatique donc, de l'époque des gouvernements d'après 1830, où en général et dans toute la France, hein, les ouvriers ont été terriblement déçus parce qu'ils croyaient que la liberté leur donnerait aussi la liberté d'initiative et de pactiser collectivement avec les patrons. Alors, si je comprends bien, il y a une petite minorité de négociants baissiers qui se sont trouvés alignés idéologiquement sur les options économiques du gouvernement parisien. Oui, même là, on peut dire sans complotisme, hein, qu'ils ont ils se sont prêtés à une manipulation. Voilà, et qui ont profité de l'aubaine pour faire annuler un tarif qui avait été globalement accepté par la fabrique. Oui. Côté négociant comme côté... Voilà. Et alors je reviens à ma question. Une fois que les prud'hommes sont réformés et qu'il y a la grande élection prud'homale début 1832, les négociants, c'est ce que j'ai du mal à comprendre exactement, les négociants qui sont envoyés au Conseil des prud'hommes, est-ce que vous savez, oui, au fond, de quel, par exemple, c'est très compliqué, mais en fait c'est très compliqué, mais bon, je vais essayer de résumer en gros, hein, parce que c'est dans une grande confusion, même pour tout le monde, y compris pour le préfet et pour le ministre, qui à un moment s'y retrouve plus du tout. Bon. Mais et j'ai mieux rassemblé les archives que lui, parce qu'à un moment il engueule ses collaborateurs de ne pas retrouver telle et telle archive. Parce qu'elles étaient ailleurs, simplement, donc moi je les ai retrouvées parce qu'elles étaient ailleurs. Et j'ai deux meilleures archives, franchement, que le ministre. Et donc, non, parce qu'il y avait une grande confusion et ils s'y sont pris à plusieurs fois pour la réforme. Y compris alors cette histoire que vous avez appris dans c'est du vote, du changement de vote. Oui. Ouais. Oui, alors en fait là, je me permets de le dire, non, c'est pas exact. Ce qui s'est passé, c'est une gaffe du préfet en réalité, et qu'il a été obligé de rattraper. C'est une gaffe législative. Ouais. En croyant bien faire, donc l'affaire, non, ils ne se sont pas mis l'affaire. Ce qu'on appelle l'affaire Laborie, c'est-à-dire. Oui, non, c'est une fausse affaire. D'accord. Okay. C'est une fausse affaire, mais qu'eux-mêmes, ils ont réglé après. C'est-à-dire que Laborie a été blanchi, même des accusations dans le. Oui, vous permettez de rappeler ce. Donc c'est l'histoire dont on a la prémisse dans la pièce, qui est un des chefs d'atelier conseiller prud'homal qui était accusé par les chefs d'atelier d'être trop complaisant avec les négociants et qui se trouve être protégé parce qu'en fait le conseil devait être renouvelé par tiers tous les ans et comme ils étaient 8 dans le conseil, il y a une année où 3 noms avaient été choisis, mais tirés au sort, mais le préfet s'était dit, mais en fait si j'en renouvelle 3 tous les ans, j'en ai un de trop puisqu'il y en a 8. Donc cette année on va en renouveler que 2. Ils en avaient déjà tiré 3 du chapeau, et le préfet a dit le troisième ne remet pas son vote en jeu. Voilà. Et il se trouve que le troisième étant Laborie, il y a tout un tas de conseillers prud'homaux qui ont dit mais c'est parce qu'il veut protéger Laborie, parce que Laborie est l'homme du préfet parmi les conseillers prud'homaux chefs d'atelier. Et ça a fait tout un scandale pendant un moment. Alors Laborie a peut-être été blanchi, mais Charnier a refusé de siéger pendant 2 ans dans le conseil des prud'hommes tant que Laborie y était, et c'est une fois que Laborie n'a pas été réélu que Charnier est retourné. Et Laborie est resté quand même durablement ostracisé. Non, pas du tout. Non, après il a été réhabilité. Charnier lui-même, et c'est Charnier lui-même
qu'à contribuer à le réhabiliter. Ah bon, alors après 35, alors après Oui, les journaux... oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait, oui, parce que... Et puis là, ils se sont aperçus que leur querelle était ridicule. Parce que ça existe aussi. Oui. Il y a un petit rapport De à Arthur et Valérie. oui, si vous aviez le temps, c'est trop tard, sinon il y avait un pignal d'une affaire hein, Ah pour ouais, la bah, pièce. c'est pas Avec grave. la réconciliation générale, mais ça aurait eu l'air un peu nunuche, donc Ouais, ouais, ouais. bien que ce soit vrai, hein, bien que ce soit vrai. Ouais. Et c'est pour ça, bon, il y a la dernière vue là, mais ça concerne les tarifs. Ce que j'ai, vous savez, justement, le côté minuche, vous savez, tu vois, en vrai, c'est donc la dernière de la liste. Voilà. Parce que la presse ouvrière a repris, hein, elle a repris un petit peu en 1935 et elle a repris continuellement de 1840 à 1848, Mais 49. ça, du coup, on n'a pas du tout regardé ces Oui, c'est ça. Mais alors là, je donne un échantillon qui. Donc, tous ceux qui ont participé à la pièce, mais les autres aussi pourront poser des questions, sort complètement du contexte. Parce que, et c'est là, moi j'insiste là-dessus, parce que les prud'hommes ont finalement gagné, les conseillers prud'hommes et le mouvement a finalement gagné. Hein, c'est ça qui est important. Et parce que les usages se sont imposés, les tarifs se sont imposés, il y a même. Sous le Second Empire, il y a des tarifs officiels imprimés, affichés, édités avec l'autorisation de la préfecture au besoin. En tout cas, elle n'était pas contre. Voilà, et ça dure comme ça très longtemps. Donc, tout ce qui est... ils ont sauvé, contrairement aux Anglais, qui eux ont laissé périr du fait de la dérégulation. Ils ont fait périr la fabrique de Londres, qui était pas loin du niveau de Lyon, avant la dérégulation qui a eu lieu brutalement en 34-35, ils ont eu une espèce de Thatcher au masculin là, qui a tout cassé. Et ça a effondré Londres. Et du coup, Lyon, ça a été aussi Lyon. Lyon n'avait plus de concurrence qui tenait la route. Mais pardon, mais ça a effondré de quel point de vue? Parce que la Alors, ce qu'ils appellent, les Anglais, ils appellent ça le sweating, c'est-à-dire que c'est le système de la suée. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ils mettent, comme il n'y a plus de régulation entre les ateliers, comme il n'y a plus de tarifs, hein, je n'ai pas eu le temps d'expliquer, mais en gros, le tarif, ça règle aussi les rapports entre les compagnons, les apprentis et les chefs d'atelier. Et c'est notamment, une loi contre l'entre-exploitation, le tarif. Le tarif, c'est beaucoup plus qu'un tarif de salaire. On l'appelle en raccourci de tarif, mais en réalité, c'est un peu comme une convention collective. Aujourd'hui, quelquefois, elles peuvent faire 200 pages. Et là, c'est un peu pareil, sans faire 200 pages. Si on devait décrire toutes ces conséquences, je m'en aperçois, il faudrait quand même 200 pages, ça me désespère. Mais vous voyez, ça règle les apprentis. Il y a même alors, je n'ai pas le temps de l'afficher là, mais il y a affiché dans toutes les entreprises, et par un des patrons d'ailleurs, c'est le patron qui a fait lui-même, qui a rédigé le tarif, mais en accord total, et sur la demande d'ailleurs du conseil de prud'hommes ouvrier en tête, un tarif pour les apprentis. Et justement pour arrêter les conflits. Et alors pour l'économie du tissage, ce qui n'a pas du tout lieu en Angleterre, ça voulait dire que être les meilleurs ouvriers gagner aussi de l'argent en étant maître d'apprentissage, en étant enseignant. Parce que la régulation leur permettait de gagner de l'argent. Sinon, qu'est-ce qui se passait? Au début, l'apprenti était logé gratuit, ça coûtait très cher donc, au chef d'atelier. Et puis, la régulation était faite depuis longtemps que l'apprenti était tenu, en gros, de rembourser par son travail les avances qu'il avait eues en étant nourri, logé, blanchi. Pendant plusieurs années. Donc en général, c'était 2 ans, après c'était modulé suivant les difficultés, les produits. Et donc le tarif, c'est ça aussi. Donc c'est tout ça qui disparaît. Et par exemple, en Angleterre, à un moment, le salaire diminue tout le temps, parce qu'il y a une concurrence, il y a une surenchère au rabais, donc une sous-enchère dans les temps de l'époque, qui fait que les ateliers ne peuvent pas tenir. L'apprentissage ne se fait plus, donc il n'y a plus d'ouvriers qualifiés. Ça c'est essentiel, il n'y a plus de qualité. Donc déjà Boring, c'est ça. En fait, en faisant l'éloge des Français, il expliquait que vous allez perdre. À l'époque, c'était pas encore. C'est un processus qui était en cours, et lui, en fait, il prédisait que l'effondrement serait total à Londres. Et il avait raison. Voilà,
c'est ça, je sais plus, il y a d'autres aspects de la question. Donc je voulais introduire ça, oui, le côté bisounours, non. Voilà, donc c'est dictos en 1843. Séance du Conseil des prud'hommes à l'Hôtel des Princes. Ils ont un pot, en fait. Le Conseil des prud'hommes s'est réuni le 31 janvier dernier, donc à l'Hôtel des Princes, en distinction de titulaires et suppléants, parce qu'il y a eu une réforme qui contestait. Ouais, du 33 là, ouais. 43, donc c'est 10 ans après. Ouais, c'est ça. Les prud'hommes de diverses sections, négociants et chefs d'atelier ont été unanimes depuis le potage et le hors-d'œuvre, y compris le vin de champagne. Cette harmonie est de bonne augure pour la prochaine, c'est juste après les élections, c'est aussi un pot d'ouverture. Voilà, alors M. Arquillière, un homme très important et justement qui était complètement pour les tarifs, tout ça, les usages, qui a rétabli la supériorité des usages sur les conventions individuelles. Mais lui et d'autres, a même écrit dessus pour les défendre, a même publié. Donc je me applaudis, donc c'est de voir dans les différents choses que j'ai portés. Monsieur Firmin Gentelet, c'est important parce qu'avant, il apparaît de temps en temps comme une peau de vache. Gentelet, il est dans la classe. Il est dans la classe. Ouais. Mais vous voyez qu'il a changé. Alors, ouais. Alors la peau de vache, voilà, en sortant de l'époque, c'est quelqu'un de très très bien. Et c'est le Bertrand du procès, là, oui, pareil, à l'union entre les négociants et les ouvriers, ils ne forment plus qu'une famille. Bon, ça, c'est des belles paroles. On va plus loin, là. Bertrand, là, c'est très important. Bertrand, c'est celui qui fait le procès. Oui, absolument. À l'écho de la fabrique. À l'écho de la fabrique, en développant ce toast, M. Bertrand a adressé au gérant et au rédacteur, donc, qui était Chastain, qui était repris du service, des éloges que notre modestie nous empêche. Bon, M. Payon, donc un autre grand fabricant, à la libre défense. Donc il faut un toast à ce qui était un sujet de... La libre défense qui est un aspect qu'on évoque dans la pièce. Oui, parce qu'en 1933, c'était la guerre et certains patrons n'en voulaient pas. Voilà, c'est le toast. Et puis le Brisson a déclaré prendre la parole au nom de ses collègues, donc c'est important, et a porté un toast à la consécration des droits des ouvriers. Donc, en fait, toutes les revendications de 1933 sont admises. Ah oui, c'est un document étonnant. On a les... Oui, il y a plein de choses qui vont ensemble. Là, j'en ai donné une seulement, mais il y en a plein qui vont dans le même sens. Ça, c'est 41 43, parce qu'en plus, il y a des conjonctures. En 42, il y a de nouveau une petite offensive du même genre qu'en 31. Ah oui. Et là, ils ont repoussé l'offensive. Donc, c'est aussi une fête de la victoire, en fait. Alors je reviens sur ma question très très précise. Par exemple, Guérin-Philippon ou Goujon appartiennent à cette tendance des négociants baissiers qui sont au prud'homme pour le... Non, en 1933, ils sont entre les deux, justement. Et là, on voit qu'ils ont bougé. Parce que ce qui est important aussi, il faut voir, c'est que les gens évoluent. Alors, on ne peut pas le voir sur les 4 ans, 3 ans. Oui. Mais là, on le voit, par exemple. C'est une bonne nouvelle. Pas toujours dans le mauvais sens, voilà. Ça fait plaisir dans la conjoncture actuelle. Bon, une autre question, je me permets, parce que c'est vraiment des questions qui ont trait à des personnes que nous, on a côtoyées dans ce projet, on a eu l'impression de les connaître un peu. Ouais. Il y a le personnage d'Arlès Dufour, qui est un personnage singulier, et dont nous, on se demandait quelle était sa position au sein des négociants. Est-ce qu'il était marginal ? Oui, mais à l'époque, on pouvait se le demander aussi. Alors, si c'était une autorité, il n'est pas marginal. Quand je veux dire qu'on pouvait se le demander, c'est qu'il était ambigu sur le tarif, et qu'en réalité, on voit dans sa correspondance qu'il était tout à fait contre. Ah oui. Il était tout à fait contre, mais c'est parce que lui aussi évolue justement. Ça il est passé, en gros, de comme on dit, Saint-Simonisme à ce moment-là, vous voyez, à une position de plus en plus capitaliste. Alors, c'est le même organisateur plus tard des grandes compagnies de chemin de fer. Donc, c'est un des grands capitalistes français au sens classique. Et là, justement, c'est une période où il est en train de virer sa critique. Et donc, en réalité, à ce moment-là, il est contre le tarif, ça c'est clair. Et au nom de l'économie, il est en train de le virer justement à l'économie libérale dogmatique qu'il va faire.
Alors ça c'est drôle parce que sa rhétorique ne change pas beaucoup, ça allait pour l'association, mais au début il faut dire l'association au sens des Saint-Simoniens, mais en 1860 il faut dire l'association au sens des sociétés par action. Oui, du coup, l'association au sens des Saint-Simoniens, c'est ceux des industries, des travailleurs. Oui, c'est ça. Ouais. Excusez-moi, j'ai une question peut-être un peu naïve. Est-ce que vous vous appelez tarif? C'est à l'heure, à la journée, au mètre de tissu comment À la pièce. À la pièce. À la pièce de tissu. La pièce qui représente une dimension, Oui, une difficulté ouais. comment... Mais alors en fait, bon, j'ai pas eu le temps, ça c'était des choses à projeter. Je sais pas si on peut le projeter quand même, c'est un manuscrit de la Révolution et c'est celui qui est signé pour Bouvry. Ah, c'est Bouvry. Faut savoir donc dans la pièce, là, il y a plusieurs personnages. Avant d'être élus au prud'homme, ils se sont fait connaître comment? En étant élus délégués des ouvriers, un peu comme en 89, par quartier, les représentants par quartier déjà, et ça c'était pour... Là, je trouve pas le texte de Bouvry, en revanche. il y a Bouvry quelque part normalement. C'est juste Laborie. Ah oui, j'ai dit Bouvry. Je me suis trompé, j'ai dit... La généalogie de Laborie ou le tarif de Laborie? Le tarif de Laborie, j'ai aussi sa généalogie Ça alors. et sa fortune et tout, mais bon. Ah oui. Et donc il était très riche, Laborie, non? Pas plus que d'autres. Ah oui. Pas plus que Martignon, par exemple. Pareil qu'il a un vaisseau sur les seins. Moi j'ai une question naïve concernant les négociants baissiers. S'ils étaient relativement peu nombreux, Oui. comment ça se fait qu'on n'ait pas pu les éviter quoi, Ah ben ça alors c'est vraiment... Là on est dans la politique d'aujourd'hui comme d'hier. Hein. Il y a une manipulation ministérielle pour mettre en avant les gens choisis. En gros c'est ça. Bon, dans le détail, je l'ai un détail, mais là c'est un peu... Mais ce qui veut dire que même si en l'occurrence vous pensez qu'ils avaient tort, les rédacteurs de l'écho de la Fabrique n'étaient pas complètement paranoïaques en imputant à Gasparin des intentions sur, par exemple, la préservation de Laborie au sein du Conseil des prud'hommes. Parce qu'en fait, il baignait dans un univers où il y avait un fort interventionnisme. C'est-à-dire c'est compliqué, c'est là justement, c'est typiquement, sans dire complotiste, c'est un procès d'intention mal fondé. Enfin, il y a des bons arguments, mais il est fou. Oui, parce qu'il y a... Ouais. Donc là, alors voilà, là c'est le manuscrit de... C'est quand même une pièce, là, l'histoire de... C'est le manuscrit en cours de négociation. En bas, alors il y a signé Laborie, vous voyez, la signature est... Ah oui. C'est la signature de Laborie là. Et alors ils font ce qu'on appelle des courants, hein, c'est-à-dire c'est un mot commercial, c'est pas un mot technique, mais en gros ça désigne les tissus mode pour les robes et pour les gilets. Il y en a pour les deux sexes. Et c'est pour répondre à votre question, les tarifs, vous voyez, c'est très compliqué. Là, c'est uniquement un sous-genre de tissu qui est tarifé. Le tarif, je ne sais plus, mais il y a des centaines de lignes. Et encore, il y a des lignes qui disent seulement comment calculer le prix. Elles ne disent même pas un prix, c'est une série avec une échelle de difficulté. Alors, ce qui est important ici, bon, là, je voulais montrer sa signature. Maintenant, on montre... Pardon. L'autre, je fais que l'autre vue de la même. Il y a le bas de la page, il y a le haut de page là, précédente. Où là, on voit simplement les titres des colonnes. C'est pour expliquer la complexité du tarif. Donc là, ce qu'on appelle tarif, et qui est un résumé de quelque chose de beaucoup plus vaste, effectivement, beaucoup plus compliqué. Mais le tarif proprement dit, qui lui-même recouvre quelque chose de compliqué, c'est donc un prix fixe. Pour des genres de métiers, mais sachant qu'en fait il est modulable. C'est-à-dire qu'il y a toujours, s'il est mal fait, ils ont toujours le droit de baisser le prix, contrairement à ce que disent les économistes qui n'y connaissent rien, qui disent le tarif c'est un tel effet. Mais c'est pas vrai, ils ne sont jamais allés voir. Et par contre sur le terrain on sait ce qui se passe, et c'est une toute autre histoire littéralement. Et donc là voilà, alors la chose intéressante c'est la journée ouvrière. Parce que ça, il faut savoir que c'est le manuscrit des ouvriers. Et les patrons ont repris le manuscrit des ouvriers, et vous voyez, ils ont mis des mentions simplement. Donc là, accordé, convenu. Donc là, ils trouvaient que c'était trop cher, ils ont transigé, donc là, 125.
alors que les loyers demandaient 120, 130, donc ils ont 125. Oui, et là pareil. Et alors, le manuscrit des ouvriers, donc, est annoté ensuite, et c'est ça le texte officiel, c'en est pas un autre. Mais du coup, qui écrit là? Parce que ça voudrait dire Là, qu'il y a des ça c'est le représentants collectif ouvrier. Là, c'est le collectif ouvrier, et puis là, c'est l'autre. Là, ils sont à deux. Donc il y a Laborie qui a signé, et il y a Michel, c'est la signature à côté, qui est lui un patron du même secteur. Et donc c'est des délégués pour. C'est une délégation pour négocier cette spécialité-là. Il y en a pour toutes les spécialités. Ça, c'est un petit exemple. Ça, c'est 31. Pour une partie du tarif. Et c'est pour un atelier. Ça, c'est 31. Ça, c'est les tarifs de 31. Oui, ça, c'est un manuscrit du tarif. C'est pour Je n'ai tout pris le qu'un monde. exemple. Là. Moi, j'ai le manuscrit complet. Michel, Voilà, donc Michel, voilà, lui, voilà. Et c'est les mêmes. Alors, ce qui est important, pardon, excusez-moi, il faut revenir en haut pour lire la colonne. Mais c'est parce que j'ai pas eu. C'est, si vous voulez, c'est une colonne où eux, les ouvriers, ont calculé ce que ça rapportait la journée. Et donc, évidemment, pour un historien, pour quiconque veut comprendre la journée, c'est absolument décisif. Et c'est exclu, ça n'est pas écrit dans le tarif, ce qui se comprend. Parce que dans le tarif, ça, c'est le calcul pour qui justifie le tarif. Mais après, dans la présentation officielle, c'est comme au théâtre, on ne présente pas les répétitions en général. Et là, c'est la préparation. C'est-à-dire que comme ils sont allés très vite dans l'urgence, ils ont pris le manuscrit de préparation de négociation comme document pour faire la signature définitive. Et du coup, il est raturé, il est annoté, tout ça, c'est ce qui est passionnant pour moi. Et notamment, il y a, à côté du prix de l'aune, il y a combien on fait par journée. Donc ça, c'est essentiel. Et ça répond aussi à la question tout à l'heure sur les prix de façon. Parce que là, par exemple, on fait 4 euros dans une journée, ça commence du plus simple et ça va au plus compliqué. Et là, vous voyez bien qu'il faut de plus en plus de temps, de journées, pour faire. Puis là, ils prennent un autre aspect, donc éventuellement ça remonte. Et chaque fois, ça va du plus simple au plus compliqué. Et c'est vrai comme ça pour toutes les négociations. Et là, on a une idée, c'est très rare, si vous voulez, de la productivité individuelle, qui est un élément parmi d'autres de la productivité. Après, c'est la combinaison, fait là aussi la productivité du travail par équipe. Donc c'est-à-dire que le tarif, il a été conçu, en somme, pour fournir suffisamment de revenus à l'ouvrier en fonction du temps qu'il y passe. Et de la qualité, oui, et le temps qu'il y passe, c'est fonction de la qualité. Je ne savais pas que dans le tarif, la question du temps moyen de travail par tissu avait été... Mais oui, non, mais en fait, c'est une manière non. très complexe de faire une sorte de tarif journalier et d'assurer que les ouvriers auront au moins telle somme pour vivre par jour. C'est exact, et il faut ajouter non seulement ça, mais c'est un tarif progressif. C'est-à-dire que plus le travail est difficile, plus il gagne par jour. C'est pas seulement un tarif minimum. C'est un tarif à la qualification, en quelque sorte, je dirais maintenant. Et donc, plus le travail est difficile, plus ils sont payés. C'est calculé pour que plus le travail est difficile, plus ils gagnent par jour. Donc ils font et si bien qu'en fait, ceux qui ne peuvent faire que 60, une fraction d'heure par jour, c'est les mieux payés, c'est-à-dire c'est le travail le plus difficile. Il va falloir qu'on... Non, justement, je voulais dire ça. Je voulais dire qu'on arrive à 16h et qu'il va falloir qu'on rende la salle. Ou peut-être prendre juste la dernière question, s'il y en a une petite question rapide de clôture, si quelqu'un... Oui, moi j'en ai une. Vous disiez que toutes les inventions étaient dans le domaine public, ça veut dire qu'ils n'ont déposé aucun brevet. Exactement. Ni Jacquard lui-même. Ça, c'est une chose, je ne pouvais pas me lancer sur Jacquard, Non, parce que là, on demande 2 heures. Je répète que c'est pas lui qui a inventé, et que justement, lui a essayé de prendre un brevet. Donc, il n'a pas inventé. Merci infiniment. Merci. Merci beaucoup à vous. Oui, une petite annonce de fin pour vous remercier pour celles et ceux qui ont suivi ce cycle de conférence. Je reconnais certains visages qui ont été là les toutes premières fois à l'automne 2019, quand on faisait ça au Tête de l'Élysée. Merci au Tête de Célestin d'avoir accueilli tout ce cycle.
Merci à Sabine de l'avoir intégralement organisé depuis 3 ans. On espère vous revoir nombreuses les 24, 25 et 26 juin au Théâtre des Célestins pour la reprise de cette pièce imparfaite, mais qui a quand même des éléments de je tenais à vous signaler qu'à 17h30 aujourd'hui même, alors c'est peut-être un peu tard, mais enfin, on organise la projection d'un film à La Mouche à Saint-Genis-Laval, qui est un super théâtre, et c'est un film qui s'appelle Avant la fin de l'été, qui est un film de Marianne Gormactic, dont la réalisatrice est présente et qui animera la séance avec moi. Donc c'est à 17h30 dans 1h30 à Saint-Genis-Laval, pour celles et ceux qui veulent venir. Merci beaucoup et un bel après-midi à vous. Merci.